Bonjour à tous, donc aujourd'hui je continue le cours. Cette vidéo fait suite directement à la dernière vidéo, donc il y a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà assisté à ce cours. Je fais surtout le cours en vidéo pour ceux qui étaient absents ou ceux qui rattrapaient le contrôle en fond de classe. J'ai constaté qu'assez peu d'entre vous étaient allés voir la dernière vidéo. Je vous rappelle que vous devez tenir le cours à jour, hein. A priori je fais pas ça pour rien, et là, il ne faut pas se relâcher, on est à la fin de l'année, je sais, mais justement, c'est le moment où on va devoir accélérer un peu le rythme pour finir les apprentissages nécessaires pour l'année prochaine. Là, vous êtes en train de travailler pour votre terminale, donc c'est pas le moment de se relâcher et de ne pas prendre le cours en note. Vous avez encore des savoirs à acquérir d'ici la fin de l'année. Donc on reste mobilisé et on est reparti. Je fais un petit rappel déjà sur ce qu'on avait dit à la partie précédente. On avait défini ce qu'était le contrôle social. Le contrôle social, c'est l'ensemble des acteurs qui sont chargés de nous faire respecter les normes et les valeurs, c'est ce qui nous fait respecter les normes et les valeurs. Ce contrôle social, il peut être interne, ça c'est l'autocontrôle, c'est quand moi-même je respecte les normes tout seul puisque j'ai intériorisé ces normes et ces valeurs dans ma socialisation et du coup j'ai pas besoin que personne ne me les fasse respecter puisque je les respecte tout seul. Et s'il y a l'intervention de quelqu'un d'extérieur, on appelle ça le contrôle social externe. Ça c'est quand un ami me sanctionne parce que j'ai pas fait quelque chose de bien ou quand la police me sanctionne parce que je fais quelque chose de pas bien. Donc c'est tous les acteurs qui vont intervenir pour me faire respecter les normes. Ce contrôle social externe, il peut être de deux types. Il peut être formel ou informel. Le contrôle social externe formel, c'est celui qui va être fait par une institution officielle, par exemple la police, la justice, l'école, la religion, etc. Donc une heure de colle, c'est du contrôle social formel, un an de prison, c'est du contrôle social formel, c'est ce que c'est fait par la police ou par l'école, c'est-à-dire par une institution officielle. Mais il y a aussi un contrôle social informel. Ce contrôle social informel, c'est celui qui est fait par les pairs, par les amis, par interaction avec les autres. Donc c'est quand vos copains vous disent « bah non, arrête, t'es bête de faire ça » ou qu'on se moque de vous parce que vous faites quelque chose de ridicule. Ça, c'est du contrôle social informel. Donc à la suite de ça, la dernière fois, je vous avais demandé de remplir l'exercice où il fallait à chaque fois cocher s'il s'agissait de contrôle social formel, contrôle social informel. Donc on va corriger très rapidement. Un piéton qui remercie un chauffeur pour le laisser passer au passage piéton, c'est du contrôle social informel. Un piéton, c'est pas une institution et c'est une sanction positive. Alors, petit rappel, le mot sanction ne veut pas dire forcément punir quelque chose de mal. On l'utilise souvent comme ça, notamment au lycée, mais une sanction peut tout à fait être positive ou négative. Une sanction positive, c'est quand on félicite quelqu'un pour avoir fait quelque chose de bien, et une sanction négative, c'est quand on punit quelqu'un pour avoir fait quelque chose de mal. Enfin, mal étant ne pas respecter les normes ici. La radiation d'un chirurgien par le Conseil de l'Ordre des médecins, petit rappel, radiation ça veut dire expulsion, c'est du contrôle social formel, parce que l'Ordre des médecins c'est une institution, et c'est une sanction négative, parce que c'est négatif de se faire expulser. La promotion de Jean Tirole au grade d'officier de la Légion d'honneur, c'est du contrôle social formel et positif, la Légion d'honneur c'est positif, et c'est quelque chose de formel. Carton rouge attribué par Zinedine Zidane, là aussi c'est du contrôle social formel, puisque c'est officiel, c'est l'arbitre, et c'est une sanction négative, parce qu'il se fait expulser. Interdiction de participer à tout examen d'éducation nationale pendant 5 ans, c'est du contrôle social formel et négatif, encore une fois. Une amende pour excès de vitesse, formel et négatif. Donc à chaque fois, dans tous ces exemples, on voit que c'est une instance officielle et c'est une punition pour un mauvais comportement. Se moquer de la tenue vestimentaire d'un camarade, ça, on voit que c'est du contrôle social informel, parce que c'est dans l'interaction avec les autres. Par contre, c'est toujours une sanction négative, c'est que visiblement, il ne respecte pas les normes vestimentaires, donc sanction négative. Regard désapprobateur adressé à une femme enceinte qui fume, là encore c'est du contrôle social informel, puisque c'est juste un regard désapprobateur, c'est pas une instance officielle, et c'est négatif, puisque voilà, on est en train de dire qu'elle a pas un bon comportement. Recevoir un cadeau pour avoir bien travaillé à l'école, contrôle social informel et positif, c'est vos parents qui font du renforcement positif. Se retourner au cinéma pour dire chut à des spectateurs qui bavardent, c'est du contrôle social informel, parce que c'est pas une institution et c'est négatif. Une peine d'emprisonnement de 12 mois formelle et négatif. Ne plus parler à un ami qui a refusé de vous accompagner au cinéma, c'est informel pour le coup et négatif. Et sourire pour féliciter son enfant, ça c'est informel et positif. Voilà. Donc, pour résumer un peu tout ça, le schéma bilan, pour assurer le respect des normes qui permettent la cohésion sociale, la société met en place un contrôle social qui peut être interne ou externe. Le contrôle social externe, il peut être formel ou informel.
Le contrôle social formel va être des contraintes exercées par des institutions spécifiques qui mèneront à des sanctions formelles positives ou négatives, et le contrôle social externe informel sera des contraintes exercées par des interactions sociales avec les autres, ça va donner lieu à des sanctions informelles positives ou négatives. Voilà, on a fini pour ça. Et on passe maintenant au grand C, un phénomène socialement situé, ce qui va nous montrer que, en fait, la déviance, elle n'est pas la même partout, à toutes les époques, mais qu'au contraire, elle est socialement située. On commence par étudier le document 5, alcool et grossesse, une évolution des normes. En fait, là, ce qu'il faut vraiment voir dans ce document-là, c'est que on a une carte postale des années 50 qui nous montre qui nous dit donc la bière est nourrissante, elle achète sa bière à la brasserie, elle fabrique sa boisson elle-même, on voit un bébé d'un côté en bonne santé, de l'autre en mauvaise santé, et donc c'était, le message était que boire de la bière pendant qu'on allaite, c'est une bonne chose, donc la norme était de boire de la bière pour une femme enceinte, c'est bien, enceinte ou allaitante. On voit que de la campagne de 2017 du ministère de la Santé, vous buvez un peu, il boit beaucoup, l'alcool bu par la mère passe dans le sang du bébé et peut entraîner des risques très importants pour la santé, zéro alcool pendant la grossesse, donc là on voit que le message de cette campagne c'est au contraire, l'alcool, c'est mauvais pour le bébé, il ne faut pas boire quand on est enceinte ou allaitante. Donc ce qu'on observe, c'est qu'il y a un énorme changement entre les années 50 et aujourd'hui. On voit qu'il y a eu un changement des normes. On voit que les normes ne sont plus les mêmes. Et donc, il y a eu un changement de la déviance. Puisque pour qu'il y ait déviance, il faut qu'il y ait des normes. Si les normes changent, la déviance change. Ce qu'on voit, c'est que ce qui était normal en 1950 est aujourd'hui devenu un comportement déviant. Parce que les normes ont changé. Alors, comment on peut expliquer ça? Question 2. Pour rappel, vous avez toujours l'intégralité de la trace écrite du cours dans le cahier texte. C'est pour ça que je ne vais pas forcément détailler ici à l'écrit la trace écrite. On peut expliquer ça par plusieurs choses. Premièrement, l'avancée de la médecine, qui a permis de mieux connaître les effets physiologiques de l'alcool. On sait que l'alcool est nocif pour la santé. Et aussi, il y a eu une diffusion, une médiatisation de ce message-là, parce que ça ne suffit pas qu'il y ait des avancées technologiques. Il faut aussi que ce message passe dans les normes de la société. Et ça demande une médiatisation. Par exemple, par la campagne qui a été faite par le ministère, mais aussi par plein d'autres choses. Il y a parfois des industries qui essayent justement de faire infuser le doute pour que le message, la nocivité de certains produits ne passe pas, parce que justement ils veulent vendre leurs produits. C'était le cas pour l'alcool, c'était le cas pour le tabac. Mais on voit que avancée technologique, ça ne va pas forcément provoquer un changement des normes immédiat. Il faut le temps que ce message passe dans la société et se transforme en norme. Voilà, on a fini pour ce document-là, on va passer au document 6. À chaque groupe social et déviance, on va le lire ensemble et puis après on va répondre aux questions. Document 6. À chaque groupe social, c'est déviance. Depuis quelques années, beaucoup d'études évoquent les pratiques langagières de populations jeunes dans certains quartiers, mais peu de descriptions linguistiques de ces pratiques sont disponibles. Parallèlement, de nombreuses plaintes semblent émerger en provenance de la société civile, et en particulier de travailleurs sociaux, de juges, d'éducateurs, voire d'enseignants, évoquant des incivilités proférées, la violence verbale, qui caractériserait les échanges ou encore l'absence de maîtrise des niveaux de langue, notamment chez les adolescents. Les médiateurs urbains, donc les médiateurs, c'est ceux qui sont censés s'occuper d'essayer d'apporter, de faire de la médiation justement entre les instances culturelles et les jeunes. Donc souvent c'est d'anciens jeunes, même de banlieue, et qui vont essayer de mettre en place des activités pour socialiser justement ces jeunes, qui ont entre 20 et 30 ans, évoquent les pratiques qui étaient les leurs 10 ans auparavant. Pour eux, les termes « fils de pute » et de « bâtard » étaient considérés comme des insultes et déclenchaient immanquablement en contact physique, ce qui semble ne plus être le cas à l'heure actuelle. Ainsi, les termes de fils de pute ou de bâtard, considérés par les médiateurs comme des insultes suprêmes en même temps qu'emblématiques et très clairement catégorisés comme des mots qui font mal, sont de fait passés du côté des mots affectueux chez les adolescents actuels. On observe donc un premier déplacement générationnel. Ces termes semblent porter à présent la marque de la proximité communautaire. Une certaine désémantisation de ces termes paraît donc à l'œuvre. Ce qu'on appelle la désémantisation, c'est la perte de sens. La sémantisation, la sémantique, c'est le sens. Donc désémantisation, c'est la perte du sens. Ça veut dire que le mot a changé de sens. Le sens du mot a changé. Catégorisés comme affectueux ou amicaux à l'intérieur du groupe de pairs, ils continuent à agir comme une provocation par rapport à une scène constituée éventuellement d'auditeurs extérieurs au groupe, puisqu'ils ne sont pas politiquement corrects.
Les médiateurs de rue perçoivent bien ce changement catégoriel de termes comme fils de pute ou bâtard, mais ils ont du mal à mettre en mots ces différences. Pour eux, ces termes restent des insultes, même s'ils savent très bien décrire que pour ces jeunes, ce n'en sont plus. Alors, on va répondre maintenant aux questions. Dans cet exemple, quel est le groupe considéré comme ayant un comportement déviant et de quel comportement s'agit-il? Le groupe qui est décrit ici, c'est le groupe des jeunes de banlieue. On pourrait dire des jeunes de quartier, des adolescents. Le comportement qu'ils ont qui est déviant, c'est le fait d'avoir un comportement injurieux, d'avoir beaucoup d'insultes dans leur façon de parler, ce qui est évidemment un comportement déviant puisque ça contrevient aux règles, aux normes de politesse. Cependant, est-ce que ce groupe se considère lui-même comme déviant? C'est ce qu'on voit, c'est que justement, il y a certaines insultes, comme bâtard ou fils de pute, comme par exemple, qui ont changé de sens. On voit que avant, il y a une dizaine d'années, c'était vraiment considéré comme les pires insultes, et ça provoquait tout de suite, ils disent un contact physique, en gros une bagarre, alors que maintenant, ces mots ont changé de sens, ont perdu leur sens, et les adolescents les emploient à titre affectueux. Ils vont se traiter de bâtard, mais affectueusement, on sent que le sens insultant n'est plus là derrière. Donc ça nous montre bien que il y a une différence déjà avec l'époque, mais surtout en fonction des groupes. Parce que ce que nous dit bien le texte, c'est que si quelqu'un qui n'a... Donc ça, c'est bien dans le groupe, hein. C'est-à-dire que si on dit bâtard à quelqu'un qui appartient au groupe, c'est pas grave, c'est une marque d'affection. Par contre, si quelqu'un d'extérieur au groupe utilisait ce mot-là, là, ça reprendrait son sens d'insulte et ça pourrait mener à un affrontement. Donc il y a une vraie différence entre ceux qui font partie du groupe et ceux qui ne font pas partie du groupe pour l'utilisation de ces mots. Donc ce que ça nous montre, c'est que les normes sont différentes d'un groupe social à l'autre. Si on appartient au groupe social, on va avoir la norme qui est que bâtard c'est un mot affectueux, mais si on n'appartient pas au groupe, bâtard c'est un mot insultant et ça peut mener à un affrontement. Donc là ce que ça nous montre, c'est que d'un groupe social à l'autre, les normes seront différentes, et si les normes sont différentes, la déviance sera différente. Ces jeunes-là ne se perçoivent pas eux-mêmes comme déviants, parce que au sein de leur groupe, c'est normal d'utiliser ces mots-là. Voilà. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir de cette partie-là, quand on dit que la déviance est un phénomène socialement situé, ce que ça veut dire, c'est que un comportement n'est pas de toute éternité considéré comme déviant. Effectivement, il y a des comportements qui sont considérés comme déviants partout, hein, notamment le plus, c'est les comportements associés à la loi, tuer, voler, etc. Bon, effectivement, ce sera plus ou moins toujours considéré comme déviant, mais il y a certains comportements déviants qui sont déviants à une époque et qui ne le sont plus à une autre. Boire de l'alcool pendant la grossesse, par exemple, certaines insultes, et on pourrait dire, donc, ça c'est en fonction des époques, ça peut être différent d'un groupe social à l'autre, ça c'est ce qu'on a vu à partir du langage, mais ça peut être aussi différent en fonction de la société. Quelque chose qui est déviant dans une société ne l'est pas dans une autre et inversement. On avait sorti plusieurs exemples en classe, mais manger avec les mains par exemple, dans certains pays c'est considéré comme normal, en France ce serait considéré comme plutôt déviant. Sauf si on est dans un McDonald's par exemple, mais bon, dans un restaurant normal entre guillemets, voilà, ce serait vu comme un comportement déviant. On avait eu l'exemple aussi de porter le voile par exemple. Dans certains pays ou dans certains lieux c'est interdit, en France notamment, alors que dans certains pays c'est obligatoire. Donc on voit que le même comportement peut être déviant ou non. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, la déviance est un phénomène relatif, puisque ce qui est considéré comme déviant est variable. Premièrement, selon l'époque historique. En effet, dans une société donnée, ce qui est aujourd'hui considéré comme déviant pu, à un autre moment de l'histoire, ne pas l'être. Et inversement, ce qui aujourd'hui n'est plus considéré comme une déviance dans une société donnée a pu, à un autre moment de l'histoire, l'être. Donc, être déviant. Deuxièmement, ça peut être différent, variable d'une société à l'autre. Et troisièmement, d'un groupe social à l'autre au sein d'une société donnée. Voilà. Donc pour la prochaine fois, la synthèse à remplir, hein, vous me remplissez bien la synthèse, il n'y a pas de grosses difficultés là-dessus, donc on corrigera en classe. Et maintenant, on passe au grand 2, donc grand 2, grand A. Grand 2, quels sont les processus qui mènent à la déviance, et grand A, l'étiquetage. On va étudier le fait de l'étiquetage. C'est une théorie d'ailleurs sociologique qui vient de Howard Baker. Je vous ai mis une image d'ailleurs dans le document suivant, donc document 7 qu'on va étudier. Howard Baker, c'est un sociologue américain qui a écrit notamment dans les années 50 son livre le plus connu qui est Outsider, dans lequel il étudie les processus sociaux qui mènent à la déviance. Donc on va étudier le texte et on va répondre aux questions. Donc, document 7, la déviance comme processus d'étiquetage. Le fait central en matière de déviance est que celle-ci est créée par la société. Je ne veux pas dire par là, selon le sens habituel donné à cette formule, que les causes de la déviance se trouveraient dans la situation sociale du déviant ou dans les facteurs sociaux qui sont à l'origine de son action.
Ce que je veux dire, c'est que les groupes sociaux créent de la déviance en instituant des normes dont la transgression constitue la déviance, en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant comme des déviants. De ce point de vue, la déviance n'est pas une qualité de l'acte commis par une personne, mais plutôt la conséquence de l'application par les autres de normes et de sanctions à un transgresseur. Le déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec succès, et le comportement déviant est celui auquel la collectivité attache cette étiquette. Des individus peuvent être désignés comme déviants alors qu'en fait ils n'ont transgressé aucune norme, et ceux qui ont effectivement transgressé une norme peuvent ne pas du tout être appréhendés comme déviants. Bref, le caractère déviant ou non d'un acte donné dépend en partie de la nature de l'acte, c'est-à-dire de ce qu'il transgresse ou non une norme, et en partie de ce que les autres en font. Voilà, donc on va répondre aux questions et puis on va conclure sur ce que dit Howard Baker. Première question, on vous demande, selon Howard Baker, un individu qui transgresse les normes est-il nécessairement un déviant? Donc est-ce que transgression de normes amène forcément à déviance? Mais ce que montre Baker, c'est qu'en fait non, ça dépend de l'étiquetage, ça dépend de est-ce qu'on va être considéré comme déviant par le reste de la société. On pourrait très bien avoir un individu qui transgresse une norme, mais si personne ne le voit et personne ne l'étiquette comme déviant, eh ben il va pas être considéré comme déviant. C'est un peu ce qu'on avait vu dans le document précédent. Normalement, on se dirait quelqu'un qui traite quelqu'un d'autre de fils de pute, bah, c'est une grosse déviance parce que ça contrevient aux règles de la politesse et il devrait être étiqueté par les autres comme déviant. Mais on avait vu que dans ce groupe social-là, bah, utiliser ce type de langage-là ne menait pas à une étiquette de déviant et du coup on n'était pas considéré comme déviant. On pourrait en avoir d'autres, de comportements, à partir du moment où on fait quelque chose et qu'on n'est pas vu et pas étiqueté comme déviant, bah, on ne va pas être considéré comme déviant. Donc on voit que bah, même si on a transgressé une norme, si on n'est pas étiqueté comme déviant, on ne sera pas déviant. A l'inverse, on vous demande aussi, question 2, selon Howard Baker, un déviant est-il nécessairement un individu qui transgresse une norme? Et là, on voit que, non plus, c'est ce qu'il nous dit. On pourrait très bien avoir quelqu'un qui ne transgresse pas de norme, mais si les gens pensent que c'est un déviant, c'est-à-dire que si les gens l'étiquettent comme un déviant, alors il va être considéré comme déviant. On pourrait prendre l'exemple de ce jeune de cité, noir, qui rentre dans un métro avec un jogging et un hoodie sur la tête, qui avance peut-être d'une façon un peu virile et qui va être étiqueté comme déviant par la petite dame qui est assise dans le métro et qui va se mettre à serrer son sac à main de peur de se le faire voler. Là, le jeune homme qui vient de rentrer n'a absolument rien fait, il a transgressé aucune norme, mais il va quand même être étiqueté comme déviant par cette personne-là. Donc là, si c'est juste une personne, c'est pas grave, mais imaginons que c'est toute la rame de métro ou voire un policier, ça peut poser problème. Donc il arrive parfois, notamment là, on y reviendra quand on parlera de stigmatisation, mais sur des phénomènes de stéréotypes et de choses comme ça, que des personnes soient étiquetées comme déviantes alors qu'elles n'ont rien fait. Donc c'est possible d'avoir les deux cas. Transgresser une norme, ne pas être étiqueté et donc ne pas être déviant, ou alors ne pas transgresser de norme, être quand même étiqueté comme déviant et du coup être déviant. Du coup, ce que montre Howard Baker, c'est que ce qui est le plus important pour être déviant, c'est pas tant de transgresser une norme, mais c'est en fait d'être étiqueté comme déviant. C'est ce moment de l'étiquetage qui va vraiment être le moment où on va devenir un déviant. Et évidemment, et ce qu'il nous dit, c'est que donc il nous dit dans le texte, je reprends, le déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec succès et le comportement déviant est celui auquel la collectivité attache cette étiquette. C'est-à-dire que ça suffit pas ou c'est même pas nécessaire de transgresser une norme pour être déviant. En fait, il faut être étiqueté comme déviant. Évidemment, la transgression de norme joue. Je veux dire, on a plus de chances de se faire étiqueter comme déviant si on a transgressé une norme que si on n'a pas transgressé de norme. Mais c'est possible qu'on transgresse une norme et qu'on ne soit pas étiqueté comme déviant. Là, Baker, il dira qu'on est secrètement déviant. Et à l'inverse, il est tout à fait possible de ne pas transgresser de normes et de quand même être considéré comme déviant. Et là, Baker dira qu'on est accusé à tort. Voilà. Donc, on va résumer un petit peu tout ça dans l'exemple suivant. Donc on demande à chaque fois de placer dans la catégorie, donc je vais répondre assez rapidement parce que voilà, on accélère. On vous demande de placer les exemples ci-dessus dans la bonne case du tableau. L'épouse d'une capitaine de gendarmerie ne sera pas verbalisée pour son excès de vitesse car le gendarme ayant arrêté son véhicule l'a reconnu. Ben là, on a quelqu'un qui a transgressé une norme, mais comme on va lui faire sauter son PV, et ben il ne va pas être considéré comme déviant. Donc il est transgressant la norme, mais non perçu comme déviant. Grand B, un jeune homme est arrêté avec un groupe d'amis parce que certains d'entre eux vendent du cannabis. Là, on vous dit bien que c'est les amis qui vendent du cannabis, pourtant lui est arrêté. Donc c'est bien un jeune homme qui obéit à la norme, mais qui est perçu comme déviant.
Un cadre dirigeant a été condamné à 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour s'être rendu coupable de harcèlement moral envers son entreprise. Ben là, il est déviant et il a été condamné, donc c'est bien quelqu'un qui transgresse la norme et qui est perçu comme déviant. Et enfin, un conducteur passe devant le radar mobile des gendarmes chargé de faire les contrôles de vitesse en respectant les limitations de vitesse. Bah, il commet pas d'infraction, il n'est pas perçu comme déviant. Donc lui, il est dans la dernière catégorie. Donc si on veut résumer un petit peu tout ça, quelqu'un qui est perçu comme déviant alors qu'il obéissait à la norme, c'est quelqu'un qui est accusé à tort. Quelqu'un qui est perçu comme déviant alors qu'il transgressait la norme, c'est quelqu'un qui est pleinement déviant. Quelqu'un qui est non perçu comme déviant et qui obéissait à la norme, c'est quelqu'un qui est conforme. Et quelqu'un qui est non perçu comme déviant alors qu'il transgressait la norme, c'est quelqu'un qui est secrètement déviant. Au passage, les personnes secrètement déviantes, ça va souvent être les personnes... Enfin, on observe souvent des personnes issues de la classe dirigeante qui vont être secrètement déviants parce que c'est des déviances qui sont plus difficiles à voir. Les déviances qu'on voit dans les classes populaires comme le vol à l'arraché ou les violences, bah, ça on le voit assez rapidement et du coup ils vont être assez rapidement appréhendés. Là où les comportements déviants ou délinquants qui ont lieu dans la classe dirigeante, ça va plutôt être du détournement de fonds publics, de la fraude fiscale, des choses comme ça, des choses qui sont beaucoup plus difficiles à voir parce que on ne sait pas qui a un compte en Suisse, qui n'a pas payé ses impôts, il faut beaucoup d'investigations et encore, évidemment, ils font tout pour cacher et que ça se voit pas. Et de temps en temps, on a des affaires qui sont révélées. On avait eu, il y a quelques années, l'affaire Cahuzac, qui était le ministre du budget sous François Hollande, qui avait été arrêté pour fraude fiscale, justement. Il n'avait pas payé ses impôts pendant pas mal d'années, puis il avait un compte en Suisse pour cacher tout ça. On a Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui a un procès qui commence en ce moment parce qu'il avait maquillé ses comptes de campagne, il avait dépensé beaucoup trop d'argent pour ses comptes de campagne. Donc on voit que c'est ce genre de déviance-là, et que tant qu'il n'y a pas des journalistes d'investigation, souvent, là, dans les deux cas, il me semble que c'était Mediapart qui avait révélé les affaires, tant qu'il n'y a pas des journalistes d'investigation qui révèlent les affaires et qui font le travail de recherche, personne n'est au courant de la déviance, donc ils ne sont pas étiquetés comme déviants. Donc pendant tout le temps où on n'est pas au courant qu'ils sont en train de contrevenir à la loi, ils sont secrètement déviants. C'est un peu le rôle justement des journaux d'essayer de révéler ça pour que l'étiquetage puisse se faire sur la place publique. Et puis bon, après, si c'est juste une déviance, c'est une chose. Si c'est une délinquance, c'est-à-dire s'ils ont contrevenu à la loi, là, il va falloir un acte de justice. Dernier document, on va étudier une utilisation de l'étiquetage comme un moyen de contrôle social. Donc l'étiquetage, ce qu'on appelle souvent l'étiquetage sur place publique ou le name and shame. Donc document 8, étiquetage sur la place publique, shaming penalties, sanctions humiliantes. Pour punir les petits délits, certains juges aux États-Unis imposent aux individus de porter une pancarte indiquant l'acte déviant pour lequel ils ont été jugés. Là, on voit cette dame qui porte une pancarte avec marqué I am a thief, I stole from Walmart. Donc, Walmart, c'est l'équivalent de Carrefour ou d'Intermarché. C'est la plus grande chaîne de grandes surfaces aux États-Unis. Et on voit qu'elle a dû passer toute la journée avec ça autour du cou. Deuxième cas, name and shame, dénoncé et humilié. Marlène Schiappa, secrétaire d'État, vient d'afficher 2 noms sur la lourde porte du secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, rue Saint-Dominique à Paris. Sartorius Stedim, BioNTech et Morel & Prom. Le premier est un fournisseur d'équipements pour l'industrie pharmaceutique, le deuxième produit des hydrocarbures. Non seulement ces entreprises sont parmi les dernières du baromètre Ethic and Boards sur la féminisation des instances dirigeantes, mais elles ont refusé d'être sensibilisées gratuitement sur le sujet, assène-t-elle. Aucune de ces 2 entreprises ne s'est rendue à la formation organisée mardi 12 septembre pour les 10 plus mal notés du palmarès, qui évalue les 120 plus grandes sociétés françaises. Le procédé est rare. User du name and shame, nommer et faire honte pour inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques en matière d'égalité professionnelle, était une promesse de la campagne d'Emmanuel Macron. En fait, la secrétaire d'État n'a dévoilé que le nom de celles qui ont refusé son invitation en pariant sur le name and change. Voilà. Alors, on vous demande quelles sont les normes des déviants étiquetés. Quelles normes les déviants étiquetés ont-ils transgressé? Donc dans le premier exemple, c'est du vol, c'est une déviante qui a volé dans un magasin. Dans le deuxième cas, c'est des entreprises qui n'ont pas respecté la parité homme-femme dans l'entreprise. Donc vous savez, il y a en général moins de femmes que d'hommes dans la partie direction des entreprises, et on essaie de faire changer ça. Alors si on peut faire changer ça par des lois dans les partis politiques ou au gouvernement, dans les entreprises, on peut juste les inciter, leur demander de faire des efforts. Et là, il y a des entreprises qui n'ont pas fait d'efforts. Donc, on voit que c'est des déviances qui se posent sur 2 plans différents, parce que dans le premier cas, c'est une
de la délinquance, parce qu'elle n'a pas respecté la loi. Dans le deuxième camp, c'est plutôt de la déviance, c'est que la norme va vers plus de parité, et s'ils ne respectent pas la parité, c'est qu'ils ne respectent pas une norme sociale, mais on ne peut pas leur donner une amende pour ça, par exemple. Par qui ils ont été étiquetés comme déviants? Dans le premier cas, ils ont été étiquetés par les juges des États-Unis, et en fait, les juges, en lui faisant porter la pancarte, font en sorte qu'elle va se faire étiqueter par tout le monde. Et dans le deuxième cas, ils ont été étiquetés par Marlène Schiappa, qui était secrétaire d'État. Je dis était parce que maintenant, elle est plus au secrétariat d'État pour l'égalité homme-femme, elle est au ministère de l'Intérieur. Elle seconde Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Et donc ils ont été étiquetés par Marlène Schiappa, qui a mis leur nom sur la porte, dans le but, si elle met les noms des entreprises sur la porte, c'est pour leur faire honte, pour que tout le monde les étiquette aussi. Mais ça vient du secrétariat d'État. On voit que c'est pas sur le même plan, puisque dans le premier cas, c'est une condamnation pénale, alors que dans le deuxième cas, c'est quelque chose de plus symbolique. C'est pour essayer de toucher leur réputation. Voilà. Et quel est l'effet attendu de ces étiquetages? L'effet attendu de ces étiquetages, c'est de leur faire honte. De faire honte à cette dame qui porte la pancarte toute la journée, et de faire honte aux entreprises d'être affichées sur le mur du secrétariat d'État. Et évidemment, faire honte, c'est pas un but en soi. Le but de faire honte, c'est dans le but de faire changer les comportements. Donc déjà, les comportements des personnes, faire en sorte qu'ils ne récidivent pas, qu'ils ne recommencent pas, et aussi dans le but de faire changer les comportements des autres, que les autres potentiels voleurs ou potentielles entreprises qui ne respecteraient pas la parité voient que bon, c'est pas bien de se faire étiqueter, et donc ne fassent pas ces comportements-là. Ce que ça nous permet de voir, ce document-là, c'est de voir que en fait, l'étiquetage peut aussi être utilisé comme une arme de contrôle social. On peut, comme personne n'aime vraiment se faire étiqueter, parce que l'étiquetage, il vient de la société et c'est une forme de contrôle social, il peut aussi être utilisé de façon volontaire comme un moyen de contrôle social. C'est justement ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire donner le nom et faire honte, nommer et faire honte. En faisant honte aux individus, on peut les forcer à respecter un certain nombre de normes. Voilà, on a fini pour cette partie A. On fera... donc, vous avez toujours bien la prise de notes dans l'ENT, et on va passer à la suite dans la prochaine vidéo. Donc à tout de suite.